Bienvenue, chers auditeurs, dans une nouvelle énigme de Miss Marple. Dites-nous, d'où nous écoutez-vous aujourd'hui? Et quelle heure est-il chez vous? Laissez un petit commentaire. Nous adorons lire vos messages, chers passionnés de mystère. Installez-vous confortablement et commençons notre histoire. C'était un doux matin de printemps, à St. Mary Mead, de ceux qui poussent les jonquilles à sortir timidement de terre et mettent le village en émoi dans une effervescence feutrée. Dans son modeste mais soigneusement entretenu jardin, Miss Jane Marple se penchait avec précaution sur un rosier récalcitrant, ses doigts gantés, ajustant une tige grimpante avec la même délicatesse que l'on mettrait à serrer un corset. Pour un observateur distrait, elle aurait pu passer pour une vieille dame respectable parmi tant d'autres dans ce paisible village. Mais ceux qui la connaissaient vraiment, et ils étaient peu nombreux à pouvoir s'en vanter, savaient que derrière sa voix douce et ses manières distinguées se cachait un esprit vif et discrètement implacable. Le chant des oiseaux emplissait l'air, et le carillon lointain de l'église lui rappela qu'il était 10h30. Elle se redressa, épousseta un peu de terre de son cardigan, et jeta un œil vers la haie qui bordait le fond de son jardin. Un rouge-gorge s'envola. Un chat bâilla paresseusement sur le muret de pierre. Tout était à sa place, et pourtant, même dans ces heures paisibles, Miss Marple ne cessait jamais vraiment d'observer. Et c'était tant mieux, car ce matin-là allait marquer le début d'une série d'événements des plus singuliers. Environ 10 minutes plus tard, elle le vit. Un homme, grand, peut-être dans la cinquantaine, se tenait près de la haie du fond, partiellement dissimulée par les branches d'aubépine. Il portait un manteau gris, boutonné avec soin, malgré la douceur, et un chapeau sombre qui masquait en grande partie son visage. Elle pensa d'abord qu'il s'était égaré, ou qu'il admirait les tulipes, mais il y avait quelque chose de troublant dans son immobilité. Il ne regardait pas les fleurs, il fixait la maison, plus précisément la fenêtre de son salon. Miss Marple cligna des yeux, puis lança d'une voix claire « Puis-je vous aider ?» L'homme ne répondit pas. Elle s'avança lentement vers lui, la voix calme mais ferme. « Vous avez dû entrer par le portillon sur le côté. Il est généralement fermé. » Mais avant qu'elle n'atteigne le milieu de la pelouse, l'homme se retourna, brusquement, avec une fluidité presque trop parfaite, et disparut derrière la haie. Quand elle arriva à la limite du jardin, il n'était plus là. Pas de pas sur le gravier, pas de grincement de portail, comme s'il n'avait jamais été là. Miss Marple resta immobile, les mains jointes. Ses yeux se plissèrent. « Curieux », murmura-t-elle. « Très curieux, en effet. » Ce ne fut que bien plus tard que les pièces commencèrent à s'assembler. Juste après le thé, le révérend Phelps arriva, visiblement plus troublé qu'à l'accoutumée. Ses lunettes étaient de travers, et sa voix tremblait légèrement, alors qu'il se tenait maladroitement dans le salon de Miss Marple, son chapeau serré contre sa poitrine. Je me suis dit que je devais vous l'annoncer moi-même, Miss Marple. Elle leva les yeux de son ouvrage de broderie, son ton toujours aussi posé. M'annoncer quoi, révérend? Il y a eu une découverte, derrière l'église, tout au fond, près des ifs. Il s'interrompit. Un corps, un homme, je le crains, mort. Ses doigts s'immobilisèrent en plein poing. Il pense qu'il a pu être pris d'un malaise, ou, autre chose, la police est en route. Quelqu'un l'a-t-il reconnu? Demanda-t-elle doucement. Il secoua la tête. Personne du village, mais Miss Marple, on l'a décrit comme étant grand, manteau gris, chapeau sombre. Je vois. Elle plia soigneusement sa broderie et la posa à côté d'elle. Dans ce cas,
dit-elle d'un ton calme mais résolu. « Je pense que je l'ai vu aussi, ce matin même, dans mon jardin. » La police arriva dans la soirée, un certain sergent Drew, venu de Much Benham, poli mais légèrement sur ses gardes en sa présence. Il posa les questions habituelles. Avait-elle parlé à l'homme? Avait-il laissé quelque chose derrière lui? Non, répondit Miss Marple, mais il a fixé la maison avec une intensité troublante. C'était déconcertant. Les affaires de l'homme ne révélèrent pas grand-chose. Une montre de poche, un billet de train de Paddington à Much Benham, un portefeuille usé, sans argent, sans papier, et étrangement, sans initiales ni monogramme. Mais c'est le dernier objet trouvé qui fit froncer les sourcils du sergent. À l'intérieur du manteau, glissé dans une couture près de la doublure, ils découvrirent descendant une vieille photographie. Le sergent Drew la tendit silencieusement à Miss Marple. C'était une photo sépia, aux bords usés par le temps. Une jeune femme se tenait dans un jardin d'été, un léger sourire aux lèvres, une ombrelle à la main. La ressemblance était frappante. Les lèvres de Miss Marple s'entr'ouvrirent, mais elle resta silencieuse un instant. « Cette photo a été prise, dit-elle enfin, en 1904, je crois, chez ma cousine Lydia, dans le Suffolk. Donc la jeune femme est... moi-même, dit-elle simplement. » Le sergent ne répondit rien, mais l'implication planait lourdement entre eux. Pourquoi un homme qu'elle ne connaissait pas aurait-il sur lui une vieille photo d'elle, soigneusement pliée et dissimulée? La découverte d'un corps dans un lieu aussi paisible que sain. Mary Mead ne pouvait que provoquer des remous dans la communauté. Même si rien ne s'était encore dit à voix haute au Blue Boar ou à la Poste, Miss Marple savait que l'esprit du village était déjà en pleine activité, spéculation, ragot, demi-vérité mêlée de conclusions hâtives. Elle-même, toutefois, préférait tout consigner en silence. Il y avait Miss Diana Stone, l'artiste qui avait pris la maison voisine du presbytère, réservée, polie et portée à peindre bien après minuit. Elle disait rechercher la tranquillité, bien que ses yeux trahissent des orages passés. Il y avait aussi le major Harold Finch, retraité venu d'on ne sait trop où en Inde, toujours bourru et rougeaud, prompt à donner son avis bien sonore sur la jeunesse, le jardinage et les étrangers. On l'avait vu rôder près du cimetière il y a seulement quelques jours. Et puis Polly Griggs, la nouvelle domestique du révérend. À peine 20 ans, tout oreilles et grands yeux, avec la manie d'apparaître toujours là où elle n'était pas censée être. 3 nouveaux venus, tous intrigants à leur manière. Miss Marple, sa tasse de thé à la main, contemplait le paysage de son village comme on observe un plateau de jeu. Le meurtre n'avait pas sa place à St. Mary Mead. Et pourtant, il était arrivé. Plus tard dans la soirée, Miss Marple était assise seule dans son salon, la photographie posée à côté d'elle, le feu crépitant faiblement. Elle repassait les événements de la journée dans le calme de ses pensées, chaque détail soigneusement poli, examiné, classé. Elle se souvenait de l'homme dans son jardin, de son immobilité troublante, son manteau boutonné jusqu'au col malgré la douceur du temps, son chapeau tiré bas sur le front. Elle se souvenait de ses bottes, recouvertes d'une boue particulière, pas la terre friable et sèche de ses massifs de rosiers, mais quelque chose de plus sombre, plus collant, pas le genre de saleté que l'on ramasse en flânant dans Saint. Mary Mead par un matin sec, et pourtant, ses mains étaient impeccables, pas une trace de terre sous les ongles, aucune hésitation dans leur immobilité. Elle reprit la photographie, elle-même, à 19 ans, insouciante et sans défense. Pourquoi cet homme aurait-il conservé un tel souvenir?
Et pourquoi être venu jusque dans son jardin, après tant d'années? L'enquête officielle se concentrerait sans doute sur les étrangers, les rapports médicaux, les alibis et les identifications. Mais Miss Marple savait mieux que quiconque. Les réponses ne se trouvent pas toujours dans ce que les gens disent, mais bien dans ce qu'ils taisent, dans leurs habitudes, leurs gênes, leur silence. Et déjà, elle le soupçonnait. Ce n'était pas un hasard. L'inspecteur Crail n'était pas du genre à se sentir à l'aise parmi les tasses de porcelaine ou les napperons brodés. Mais Miss Marple lui offrit les deux lorsqu'il s'installa, un peu raide, dans le fauteuil garni de dentelle de son salon. C'était un homme grand, au front grave, avec une expression perpétuellement soupçonneuse, comme si même le papier peint pouvait dissimuler des preuves capitales. « Il paraît, madame, que vous avez vu le défunt dans la matinée même, » dit-il en posant son carnet bien à plat sur son genou. « En effet, » répondit Miss Marple, sereinement, remuant son thé avec lenteur et soin. Brièvement. Il se tenait au fond de mon jardin. Quand je lui ai parlé, il a disparu à travers la haie. Les yeux de Crail glissèrent vers la photographie, posée entre eux sur la table, ses tons sépia, atténués par le temps. « Et vous êtes tout à fait certaine que c'est vous, sur cette photo retrouvée sur lui ?»« Absolument certaine, » dit-elle. « Elle a été prise quand j'étais jeune fille, 19 ou 20 ans, peut-être, lors d'un séjour d'été dans la maison de campagne de ma cousine, dans le Suffolk. J'avais presque oublié son existence. » Crail fronça les sourcils. Et pourtant, il la portait sur lui, pliée dans la doublure de son manteau. « Oui, » répondit-elle doucement. « On imagine qu'elle comptait davantage pour lui que pour moi. » « Diriez-vous que vous le connaissiez ? » « Je n'ai aucun souvenir de lui, » dit-elle avec honnêteté. « Mais cela, inspecteur, ne signifie pas qu'il ne me connaissait pas, lui. » Crail tapota son stylo contre son carnet. « Si autre chose vous revient, même un détail minime, veuillez nous en informer. »« Je n'y manquerai pas, » dit Miss Marple en se levant pour le raccompagner. « Mais je constate, inspecteur, que les plus petites choses ne sont souvent pas si petites que cela. » Le lendemain matin, Miss Marple se leva de bonne heure, enfila ses chaussures les plus pratiques et partit pour une promenade tranquille en direction de la gare. Elle n'en parla à personne, pas même à sa bonne Cherry. Ce n'était pas à proprement parler un secret. Simplement, Miss Marple avait appris que ses pensées gagnaient à être gardées pour elle-même jusqu'à ce qu'elles prennent une forme suffisamment solide pour mériter d'être partagées. Le guichetier de la gare était un jeune homme nommé Bertie, enthousiaste, les joues rouges et surtout fort bavard. Miss Marple le salua d'un sourire mêlant chaleur, grand maternel et attente discrète. « Oh oui, madame, » dit-il, quand elle lui demanda s'il avait vu des visages inhabituels ces derniers jours. « Un monsieur est passé il y a 2 jours. Il a acheté un aller-retour depuis Paddington. Il a demandé le chemin du presbytère, mais n'a jamais rendu son ticket retour. » A-t-il dit à qui il comptait rendre visite? Non, madame. Mais il a demandé si le cimetière était toujours ouvert au public. Un peu curieux, ça. Miss Marple hocha la tête, songeuse. Et vous souvenez-vous de son apparence? La cinquantaine, manteau propre, très soigné. Il avait une canne à pommeau d'argent. Une canne à pommeau d'argent, répéta-t-elle. Voilà qui est distinctif. Elle quitta la gare avec ses pensées en ébullition, comme une cuillère tournant dans une tasse de thé chaud. Tout commençait à prendre une certaine forme, encore floue, mais plus tout à fait informe. Il semblait que le gentleman était venu à Saint. Mary Mead, avec un objectif bien précis. Et l'objectif, selon l'expérience de Miss Marple, était rarement innocent.
La prochaine visite de Miss Marple fut pour le petit cottage, à côté du presbytère, où Miss Diana Stone s'était installée au début du printemps. C'était une locataire discrète, avait dit le révérend, qui gardait ses distances et peignait pendant des heures. La femme qui ouvrit la porte était pâle, avec des yeux sombres et vifs, et une beauté sculptée par des années de retenue. Ses mains portèrent de légères traces d'ocre et d'outre-mer. Elle invita Miss Marple à entrer avec une réserve polie, lui offrit du thé et s'excusa du désordre de son atelier. Le regard de Miss Marple se promena avec cette précision désinvolte, propre à ceux qui ont passé leur vie à observer en silence. Des tableaux s'alignaient contre les murs, des paysages, des natures mortes, un portrait à moitié terminé d'un enfant, à l'expression grave. Mais c'est une toile glissée derrière un chevalet qui attira son attention. Elle s'en approcha lentement. Le sujet représentait un homme, manteau gris, front marqué, canne à pommeau d'argent posé près de sa chaise. Son visage était inachevé, mais la ressemblance avec l'homme dans son jardin était indéniable. Une œuvre frappante, dit doucement Miss Marple. Les mains de Diana se crispèrent autour de sa tasse. Oh ça, ce n'est qu'une étude. Il m'arrive de peindre des visages de mémoire. Vraiment? Le ton de Miss Marple restait léger. Je trouve, pour ma part, que les souvenirs reviennent sans y être invités, surtout ceux qu'on préférerait oublier. Je ne le connaissais pas, dit Diana précipitamment, si c'est ce que vous insinuez. Miss Marple sourit. Ma chère, je n'insinue que rarement, j'observe, et puis, avec un peu de chance, je me souviens. Diana ne répondit pas, mais le léger rouge qui monta à ses joues dit à Miss Marple que le souvenir, bien que tu, n'était pas absent. Le major, Harold Finch, n'était pas connu pour sa patience, et encore moins pour sa subtilité. Lorsque Miss Marple le croisa près du portail de l'église, marmonnant pour lui-même en fusillant du regard le petit attroupement devant le presbytère, il avait l'air d'un homme dont l'honneur venait d'être personnellement offensé. « Affaire scandaleuse », grogna-t-il, en soulevant son chapeau sans chaleur. « Un mort dans le cimetière. Où va-t-on » ? « Je suppose que la mort a toujours eu ses habitudes ici, major, » répondit Miss Marple avec douceur. « Mais d'ordinaire, elle est plus ponctuelle. » Il émit un rire bref, mais se tendit lorsqu'elle ajouta. « Plutôt proche de votre caveau familial, il me semble. » Ses yeux se plissèrent. « Oui, le coin ouest. C'est un terrain Finch depuis 1791. Mon grand-oncle George y est enterré. » « Alors vous connaissez bien cette partie du cimetière. » »« Bien sûr que je la connais. Pourquoi ? » ?»« Simplement, » dit-elle avec calme, « le corps a été retrouvé à quelques pas de votre pierre familiale. Je me demandais si vous aviez remarqué quelqu'un rôdant par là récemment. » Il se hérissa. « Vous insinuez que j'ai quelque chose à voir là-dedans, Miss Marple. »« Pas du tout, major, » répondit-elle en souriant. « Je suggérais seulement que vous aviez peut-être vu quelque chose. On remarque souvent des détails, sans se rendre compte de leur importance. » Il grogna quelque chose d'inintelligible sur les commérages inutiles, puis s'éloigna à grandes enjambées. Miss Marple le regarda partir, le visage impassible. Malgré toute sa prestance, le major Finch semblait profondément troublé, comme si le cadavre n'était pas simplement apparu, mais revenu. Ce fut dans le silence feutré de la cuisine paroissiale que Polly Griggs parla, à mi-voix entre chuchotement et confession. Elle astiquait les chandeliers en laiton, lorsque Miss Marple était passée déposer des sachets de lavande pressée pour le révérend. « Faut que je vous dise quelque chose, madame » dit Polly en jetant des regards nerveux autour d'elle.
C'était la veille de l'arrivée de la police. J'ai vu quelqu'un. Miss Marple s'arrêta. Continuez, ma chère. J'arrivais pas à dormir. Le vent frappait contre le volet. Alors je suis descendu chercher un peu de lait. Et là, j'ai vu de la lumière dans le bureau. Je pensais que le révérend avait laissé la lampe allumée. Mais ensuite, j'ai vu une ombre. Quelqu'un bougeait. Dans le bureau, Polly hocha la tête. Grand. Il se tenait près du bureau. Il n'a rien allumé. Il restait là, debout. Puis j'ai entendu une latte du plancher grincer. Et il avait disparu. Vous avez vu son visage? Non, madame. Juste la silhouette. Un manteau, je crois. Long. Vous en avez parlé au révérend? Oh non, madame. J'ai cru que c'était lui, au début. Mais le lendemain, quand on a trouvé le corps, j'ai compris que c'était pas normal. Miss Marple posa doucement la main sur celle de la jeune fille. Vous avez bien fait de me le dire, car dans cette confession, timide, Miss Marple entendit quelque chose d'essentiel. L'homme mort n'était pas venu seulement pour observer, il cherchait quelque chose, et il le faisait dans l'obscurité. Ce soir-là, Miss Marple relut une fois encore le rapport de l'inspecteur. Il mentionnait les bottes de l'homme, couvertes de terre sombre, et une usure particulière au talon. Rien d'autre ne semblait notable, mais Miss Marple passait presque chaque jour dans son jardin, et elle connaissait la terre de Seine. Mary Mead sur le bout des doigts. Celle du cimetière était sableuse, claire. Celle de son propre jardin, crayeuse, sèche. Mais la boue sur les bottes de cet homme, elle s'en souvenait bien. Brun foncé, presque argileuse. Il n'y avait qu'un seul endroit dans le village où la terre restait humide même au printemps. Le sentier de la serre privée du domaine des Finch. Elle le nota en silence. Et puis, il y avait la photographie. Elle avait bien dit qu'elle avait été prise lors de la garden party chez sa cousine Lydia en 1904. Et c'était vrai. L'homme l'avait portée sur lui, pliée, préservée. Mais quelque chose la tracassait, une impression fugace à la lisière du souvenir. Elle ouvrit un vieil album et tourna les pages jusqu'à retrouver la photo. Là, à peine visible dans un coin, se tenait un jeune homme, grand, discret, flou par la distance, mais étrangement familier. Ce n'était pas son visage qui la frappa, c'était sa posture, immobile, attentive. Était-il possible que cet étranger l'ait connue, toutes ces années plus tôt? Et si oui, pourquoi revenir maintenant? Dans le calme de son salon, Miss Marple restait là, son tricot intact sur ses genoux, ses pensées plus lourdes qu'à l'accoutumée. Les pièces du puzzle bougeaient, lentement, mais avec une intention claire. La photographie, l'apparition de l'homme dans son jardin, la boue cachée, l'ombre nocturne dans le bureau. Tout cela ne parlait pas de coïncidence, mais de dessein. Pas forcément de malveillance, mais de nécessité, voire de désespoir. Elle repensa à sa jeunesse, les bals avec des gants empruntés, les ragots chuchotés derrière des éventails en papier, les disparitions soudaines d'amis dont on ne prononçait plus jamais le nom. L'une d'entre elles ressortait du lot. Lavinia Blackthorne, une fille brillante, un peu plus âgée, fiancée un jour à un homme que sa famille désapprouvait. Les fiançailles furent rompues, et Lavinia disparut des conversations mondaines comme si elle n'avait jamais existé. Il y avait eu des rumeurs, bien sûr, un départ discret, une vie écourtée par la honte ou le scandale, et un homme, un soupirant, qui avait un jour parlé avec douceur à Jane, puis qui s'était lui aussi volatilisé. Serait-ce possible? L'homme dans son jardin. Était-ce Daniel Carradine? Un nom qu'elle n'avait pas entendu depuis 40 ans. Mais si c'était bien lui, alors la photographie n'était pas un indice, c'était un souvenir qu'il avait gardé tout près de lui, peut-être le seul qu'il lui restait.
Miss Marple reposa sa tasse de thé. Le passé, elle le savait, ne restait jamais vraiment enterré. Surtout pas dans un village comme St. Mary Mead, où chaque jardin, chaque tombe, chaque regard dissimule plus qu'il ne révèle. Elle se leva, non pas avec inquiétude, mais avec résolution. Il était temps de remonter plus loin que le présent, jusqu'à un secret que l'on croyait depuis longtemps oublié. C'est au cours d'une de ses visites discrètes dans le jardin du presbytère, officiellement pour apporter un gâteau au citron pour le thé du révérend, que Polly Griggs l'aborda, le visage marqué par la culpabilité et la peur. « Je voulais rien dire, madame, » murmura-t-elle, alors qu'elle se tenait près des rhododendrons, hors de portée des oreilles indiscrètes. « Mais je les ai vus, le monsieur qui est mort, et le major Finch. » Miss Marple se tourna légèrement. « Quand cela, ma chère ? 2 soirs avant qu'on le trouve, j'étais sorti chercher du petit bois pour le révérend. C'était près du crépuscule, juste à la haie qui borde le terrain des Finch. Ils se disputaient. »« Se disputaient » répéta doucement Miss Marple. « À propos de quoi ?» Polly hésita. « J'ai pas bien entendu, mais le major était rouge de colère et criait. L'autre homme parlait bas, comme s'il essayait de le calmer. Puis le major l'a poussé, violemment, et est reparti vers son jardin. Et le monsieur ? Il est resté là un instant, puis il est parti. Il avait l'air fatigué, triste même. » Miss Marple posa délicatement une main gantée sur le bras de la jeune fille. « Tu as bien fait de me le dire. » Plus tard dans la journée, lorsque Miss Marple mentionna l'heure des faits à l'inspecteur Crail, celui-ci fronça les sourcils et nota l'information. « Curieux, » murmura-t-il. « Le major Finch prétendait être à Bath avec un vieil ami de régiment ce soir-là. » Miss Marple, bien entendu, ne fit aucun commentaire. Mais dans son esprit, la première véritable fissure venait d'apparaître dans le récit parfait du major. 2 matins plus tard, un jeune agent venu de Much Benham arriva au cottage de Miss Marple, apportant des nouvelles issues d'un nouvel examen des affaires du défunt. La canne à pommeau d'argent, qui paraissait d'abord purement décorative, contenait en réalité un compartiment secret sous la poignée. À l'intérieur, une photo pliée, bien plus récente que celle de la jeune Miss Marple. Elle montrait une jeune fille, en uniforme, pas plus de 16 ans, Balston. Son expression était grave, ses yeux sombres fixés sur un point hors du champ. Aucun nom, aucune annotation, juste l'image. Lorsque Miss Marple montra la photo à Polly Griggs, la réaction fut immédiate. « Oh non, madame, » dit-elle en reculant d'un pas. « Je l'ai jamais vue. »« Tu en es certaine ?»« Oui, elle a l'air d'appartenir à un autre temps, peut-être une de ces filles de la guerre, dans un camp d'entraînement. » Miss Marple reprit la photo et l'examina de nouveau. C'était le genre de visage qui restait en mémoire, familier, sans qu'on puisse dire pourquoi. Il y avait quelque chose dans la courbe du menton, l'arc du sourcil. Le lendemain, elle montra la photo à Diana Stone. L'artiste la fixa plus longtemps que prévu, puis secoua la tête. « Non, je ne la connais pas. » Mais Miss Marple remarqua le léger tremblement de ses doigts lorsqu'elle la lui rendit. Plus tard, elle s'assit près de l'âtre, son tricot intact, réfléchissant à la signification de cette seconde photo. Si la première témoignait d'un amour perdu, peut-être celle-ci révélait tout autre chose, un secret que l'homme avait porté non par sentiment, mais par culpabilité, ou pour protéger quelqu'un, par un après-midi vif qui portait dans l'air un parfum subtil de feu de bois. Miss Marple passa près du cottage studio, où Miss Diana Stone s'isolait la plupart du temps. En approchant du portail, elle remarqua une fumée s'échappant plus abondamment que d'ordinaire de la cheminée.
Rien d'étrange à faire un feu par une journée fraîche de printemps. Bien sûr, mais cette fumée était épaisse, âcre. Du papier, pas du pain. Elle frappa poliment, mais nul ne répondit. Seul le crépitement du foyer se faisait entendre à l'intérieur. Après un moment, elle fit demi-tour et s'éloigna, le visage impénétrable. Ce soir-là, sous prétexte d'apporter des confitures au vicaire, Miss Marple repassa par là et nota que le portail du jardin était entr'ouvert. Juste à l'intérieur de la haie, près du sentier de pierre, elle aperçut un petit tas de cendres dissimulé dans un coin d'un parterre en friche, probablement balayé hors du foyer. Parmi les résidus grisâtres, quelque chose attira son œil, le bord calciné d'une enveloppe. Elle le ramassa délicatement avec son mouchoir. Le cachet postal était encore lisible. 1900 et 40 Ettré, Londres. Adresse à St. Mary Mead, mais le nom avait été consumé. Miss Marple rentra chez elle avec le fragment rangé dans la poche de son tablier de jardinage. Elle repensa à la seconde photo, au tremblement de Diana, à cet homme au regard silencieux et à la canne d'argent. Les secrets, pensa-t-elle, ne brûlent pas aussi facilement que le papier. Ils s'accrochent, comme la fumée, à l'air même que les gens respirent, bien après que le feu soit éteint. La confirmation ne vint pas de St. Mary Mead, mais de Londres. Un télégramme arriva au poste de police et fut aussitôt transmis à l'inspecteur Crail, qui ne tarda pas à en faire part à Miss Marple. Le défunt, annonça gravement l'inspecteur Crail autour d'une tasse de thé, a été identifié, Daniel Carradine. Miss Marple remua doucement sa cuillère. Ce nom me semble vaguement familier. Il devrait, répondit Crail. Carradine était soupçonné d'avoir aidé l'ennemi pendant la guerre, jamais formellement condamné. Il a disparu avant que l'affaire n'arrive au procès. Les rumeurs disaient qu'il s'était enfui sur le continent. D'autres prétendaient qu'il avait pris une fausse identité et s'était volatilisé. Et pourtant, dit Miss Marple pensivement, il est revenu, pas à Londres, mais ici, à St. Mary Mead. Crail hocha la tête. Étrange, n'est-ce pas? Il n'avait aucune famille ici, aucun lien enregistré, ce qui soulève la question, qu'est-ce qui l'a ramené? Miss Marple but une gorgée de thé. Peut-être pas quoi, inspecteur, mais qui? Le passé de Carradine projetait une ombre longue. Pendant la guerre, les hommes comme lui, soupçonnés de loyauté partagée, étaient jugés autant dans les tribunaux que dans les salons. Les chuchotements allaient plus vite que les télégrammes. Et même après des décennies, la tâche de la trahison persistait. Miss Marple ajouta peu de choses. Mais dans ses yeux, la question s'approfondissait. Daniel Carradine était-il réellement un traître, ou simplement le bouc émissaire de quelqu'un qui avait bien plus à perdre? Dans un village aussi serré que Seine, Mary Mead, un scandale ne faisait pas de simples remous, c'était un incendie. Quelques jours seulement après que le nom Carradine soit parvenu aux oreilles du public, le village s'enflamma d'hypothèses. À l'épicerie, Miss Hartnell chuchotait que le mort avait été un espion. À la poste, Mr. Appleton affirmait l'avoir vu autrefois, rôdant près de la propriété des Finch. Le jeune Timothy Grant soutenait que son grand-père avait évoqué Carradine à propos d'une femme disparue durant la guerre. Les commérages sautaient de sujet en sujet. Espionnage, amour interdit, code secret, voire meurtre pendant les années de blackout. Mrs. Bantry, qui ne résistait jamais à une touche dramatique, déclara pendant une partie de bridge que l'homme était probablement revenu pour révéler une conspiration de guerre, et qu'on l'avait fait taire. Le major Finch, qui entendit cela, faillit renverser la table de cartes. « Baliverne, aboya-t-il, la guerre est finie depuis longtemps. Pourquoi aller remuer des ossements que personne n'a demandé à exhumer?
Vous verrez, ce Carradine venait sûrement chercher de l'argent ou se venger. Miss Marple, assise avec son tricot entre les mains, ne dit rien. Mais elle nota la rougeur qui envahit le col du major et la rapidité avec laquelle il quitta la pièce lorsque la conversation dériva vers Lavinia Blackthorne. Le passé, semblait-il, n'était pas seulement objet de curiosité, c'était une source de crainte silencieuse. Et dans un endroit comme Seine, Mary Mead, la peur parlait souvent plus fort que la vérité. Ce fut autour d'un thé partagé avec le révérend Phelps que Miss Marple donna enfin voix à ce qui germait en elle depuis un moment. « Je me demande, dit-elle, si nous ne regardons pas dans la mauvaise direction. » Le vicaire leva les yeux de son scone. « Vous voulez dire Carradine. Pas lui, précisément, mais tout ce discours sur les espions et les trahisons de guerre. Cela semble un peu trop commode, vous ne trouvez pas? Tout le monde devient soudain expert en espionnage. Mais j'ai toujours remarqué, vicaire, que le vrai danger arrive rarement sous un si grand déguisement. » Le révérend hocha lentement la tête. « Vous soupçonnez quelque chose de plus domestique? » « Exactement, répondit-elle. De plus intime. J'ai vécu assez longtemps pour savoir que la trahison ne porte pas toujours un uniforme. Parfois, elle porte un sourire aimable, un chapeau respectable, un parfum familier. » Il la regarda avec attention. « Pensez-vous que Carradine a été assassiné ?» Miss Marple ne répondit pas immédiatement. Elle plia sa serviette avec soin, comme si elle refermait la question. « Je crois qu'il était venu chercher la vérité, » dit-elle enfin. « Et je crois que quelqu'un a eu suffisamment peur de cette vérité pour vouloir l'arrêter. » Un silence s'installa. Puis le vicaire lui resservit du thé, sa main tremblant légèrement. À mesure que les pièces s'emboîtaient, Miss Marple sentit poindre en elle une inquiétude discrète. Chaque découverte, la photographie, le compartiment secret, l'enveloppe brûlée, même le récit de Polly sur la dispute, semblait nourrir le même récit. Un traître de retour, une artiste au secret, une servante effrayée, une histoire d'amour brisée par la guerre. Tout cela était trop parfait. Miss Marple avait longtemps observé que la vérité, comme la broderie, était rarement symétrique. La vraie vie s'effiloche sur les bords. Les mobiles se brouillent, les fils s'en mêlent, mais ici, l'histoire s'assemblait trop bien, trop vite. Elle rouvrit son carnet, jetant un œil au croquis de la chronologie. Une question persistante la tiraillait, discrète mais tenace. Pourquoi maintenant? Pourquoi Daniel Carradine était-il revenu après tant d'années? Pourquoi être allé d'abord dans son jardin? Pourquoi être resté là, immobile, sans regarder la maison, mais en la regardant, elle? Et pourquoi tant de gens affirmaient-ils en savoir autant, tout en disant si peu de concret? Miss Marple referma doucement son carnet. Elle avait passé sa vie entourée de gens qui chuchotaient derrière des rideaux de dentelle et lançaient des accusations entre deux pots de confiture. Elle avait appris que les voix les plus fortes appartenaient souvent à ceux qui voulaient détourner l'attention. La vérité, elle en était certaine, ne se trouvait pas dans les grands discours ou les drames de village, mais dans quelque chose de plus discret, de plus ancien, de plus proche. Miss Marple ouvrait rarement le vieux coffre au pied de son lit. Il contenait des mouchoirs fanés, des sachets de lavande séchée, des lettres fragiles nouées d'un ruban et, dessous, un album photo relié de cuir craquelé. Ce matin-là, elle l'ouvrit délibérément. Elle tourna les pages avec soin, ses doigts s'attardant parfois sur des visages depuis longtemps disparus. Demoiselles d'honneur avec éventails en papier, messieurs raides en uniforme.
des cousins qu'elle n'avait pas évoqués depuis des décennies. Puis, elle le trouva. Une photo de groupe, prise durant l'été 1939, juste avant la guerre. C'était, se souvenait-elle, une fête de fiançailles, celle de Lavinia Blackthorne, bien que, comme il s'avéra, ce ne furent pas ces dernières. Il y avait des coupes de champagne, des ombrelles, et cette formalité maladroite des gens feignant une intimité qu'ils n'avaient pas vraiment. Et là, légèrement à l'écart, non pas bras dessus, bras dessous comme les autres, se tenait un homme grand, mince, en costume clair. Ses traits étaient plus nets que dans la mort, mais les yeux étaient reconnaissables entre mille. Daniel Carradine. On l'avait présenté à Lavinia comme un fonctionnaire, bien qu'à l'époque déjà, certains murmuraient qu'il avait d'autres affiliations. Miss Marple contempla l'image longuement. La photo qu'il portait sur lui représentait Miss Marple. Mais il était venu pour Lavinia. Peut-être les avait-il confondus dans sa vieillesse. Ou peut-être, juste peut-être, c'était Lavinia elle-même qui lui avait donné cette photo. Et maintenant, semblait-il, il était revenu chercher des réponses que personne n'avait jamais osé lui donner. Miss Marple se rendait rarement au domaine, Blenheim. L'endroit avait un froid, en lui, pas seulement de température, mais d'âme. Le frère aîné de Lavinia, Ambrose Blackthorne, y vivait encore, entretenant ce qui restait de la fortune familiale, avec une fierté obstinée et une solitude amère. Il reçut Miss Marple dans la bibliothèque avec une courtoisie mince, lui servant le thé comme s'il s'agissait d'une obligation plutôt que d'une attention. « Je préférerais, dit-il, qu'on ne ressasse pas le passé. »« Je m'en doute, » répondit-elle calmement. « Mais malheureusement, il semble que le passé ait choisi de se rappeler à vous, sans même vous demander la permission. » Ambrose grimaça. « Il s'agit de Lavinia, je suppose. Elle m'était très chère, autrefois, dit Miss Marple. Et aujourd'hui, un homme est mort, un homme qu'il aimait, qui pourrait bien être le père de son enfant. » La tasse d'Ambrose trembla dans sa main. « Elle était enceinte, n'est-ce pas ?» poursuivit Miss Marple, « lorsqu'elle est partie. »« Elle n'est pas partie, » répliqua Ambrose sèchement. « On l'a envoyée, à Londres, chez une cousine. Des arrangements avaient été pris. Puis, plus rien. Un télégramme disant qu'elle était partie. Disparue. »« Disparue, » répéta Miss Marple, « et personne n'a tenté de la retrouver. » La mâchoire d'Ambrose se contracta. C'était la guerre. Elle était déshonorée. Notre nom n'aurait pas supporté un scandale. Mais il pouvait supporter le silence, murmura Miss Marple. Ambrose ne répondit pas. Mais son silence était plein de culpabilité. Miss Marple se leva, son regard aussi doux qu'inflexible. « Je crois que Daniel Carradine est revenu pour savoir ce qu'il était advenu de Lavinia, » dit-elle, et quelqu'un était bien décidé à ce qu'il n'y parvienne pas. De retour chez elle, Miss Marple examina de nouveau le fragment brûlé sous la lampe de lecture de son salon. Ce n'était pas une enveloppe ordinaire. Le papier, bien que partiellement calciné, était de qualité réglementée, le type distribué pendant les restrictions de guerre, mince et fibreux. Les restes à peine visibles d'une adresse de retour confirmaient qu'elle avait été envoyée de Londres, au début des années 1940. Elle repensa au tas de cendres près du cottage de Diana Stone, les restes noircis, dissimulés sous des débris de jardin laissés à l'abandon. Aucun nom n'apparaissait sur l'enveloppe lorsqu'elle l'avait trouvée, mais quelque chose dans l'écriture avait éveillé sa mémoire. Plus tard dans l'après-midi, elle rendit visite à Diana, sous prétexte de lui rapporter un livre emprunté. L'artiste parut nerveuse, distraite, peu encline à bavarder. Mais Miss Marple savait toujours quand insister.
et qu'en laisser le silence faire son œuvre. Ce soir-là, elle reçut une note de Diana. Elle était écrite dans une belle écriture inclinée, quelques lignes seulement, pliées dans une enveloppe crème. Miss Marple la lut une fois, puis une seconde. « Je pense que vous savez déjà ce que j'ai tenté de brûler. Vous étiez son ami. Moi, je n'étais que son secret. Pardonnez-moi de l'avoir gardé si longtemps. » D.S. Miss Marple ouvrit le tiroir de son secrétaire et en sortit l'enveloppe calcinée. Elle était adressée à Daniel Carradine et elle avait été écrite par Lavinia Blackthorne. La lettre, bien que partiellement endommagée, restait lisible. « Je viendrai dans le jardin. Rejoins-moi à l'endroit où nous nous sommes parlé pour la dernière fois, près de la haie, près du vieux rosier. Je porterai le foulard bleu. Pardonne-moi pour ce qu'ils m'ont forcé à faire. Pardonne-moi si je ne peux rester. » Miss Marple referma la lettre avec des doigts tremblants. Ainsi Carradine était revenu, fidèle à une promesse oubliée depuis longtemps. Et quelqu'un, toujours à l'affût, avait craint ce qui pourrait être révélé lors de cette rencontre. Miss Marple s'installa à son bureau, un petit carnet ouvert devant elle, des dates soigneusement inscrites dans son écriture penchée. Acte de naissance, annonce de mariage, avis de décès. Ces documents, bien consultés, racontaient bien plus que les gens eux-mêmes. Diana Stone était arrivée à St. Mary Mead il y a 2 mois, officiellement pour chercher calme et inspiration. Elle n'avait pas de proches connus, pas de famille mentionnée. Son certificat de naissance, si on en cherchait un, indiquerait une mère morte, en couche, une certaine Harriet Stone. Mais aucune Harriet Stone n'avait jamais vécu dans le district. Miss Marple se souvenait pourtant d'une note discrète dans le registre paroissial de 1944. Un nourrisson baptisé en toute discrétion au presbytère, sans présence de la mère. L'enfant avait été confié à un couple du Yorkshire, des amis de la famille aux Blackthorne. Elle se tourna ensuite vers une toile que Diana avait laissée à découvert lors de leur dernière conversation. Un portrait de femme, jeune, fragile, avec les mêmes yeux gris orage. C'était Lavinia. Ou plutôt, quelqu'un qui n'avait peut-être jamais connu Lavinia, mais qui avait vu son visage chaque matin dans le miroir. La vérité se posa comme le dernier point d'un fil tiré à l'extrême. Diana n'était pas seulement la fille de Lavinia. Elle était l'héritage vivant d'un scandale méticuleusement effacé, l'enfant dont l'existence avait été si soigneusement niée qu'elle-même n'en avait jamais saisi toute la portée. Jusqu'à ce que Daniel Carradine revienne pour la retrouver. Dans le silence paisible de son salon, Miss Marple déroula les faits, non pas à voix haute, pas encore, mais dans les recoins de son esprit, là où les fils de la vie tissaient un sens. Daniel Carradine avait été le fiancé de Lavinia. Mariés officiellement ou non, leur lien avait été réel. Lorsque Lavinia était tombée enceinte pendant la guerre, sa famille avait agi rapidement, l'envoyant loin, enterrant le scandale sous des absences soigneusement orchestrées et des télégrammes soudains. Lavinia était morte, peut-être en couche. Cette partie-là, Miss Marple le pressentait, était vraie. Mais l'enfant avait survécu, adopté, renommé, élevé loin des murmures de St. Mary Mead. Diana avait grandi comme artiste, sans jamais connaître la vérité entière. Et pourtant, quelque chose en elle l'avait ramenée dans le village, où sa vie avait commencé. Carradine avait passé des décennies en exil, marqué par le soupçon et le silence. Mais il était revenu, vieux, peut-être malade, mais résolu à savoir ce qu'il était advenu de Lavinia et de l'enfant qu'ils avaient eu ensemble. Sa photo de Miss Marple n'était donc pas un souvenir d'affection, c'était un indice,
un caillou blanc pour remonter le chemin de Lavinia, à travers l'ami qu'il avait connu le mieux. Il avait visité le presbytère pour consulter les registres. Il avait parcouru le village, observé les maisons, étudié les visages. Et quelqu'un l'avait observé en retour. Quelqu'un qui avait beaucoup à perdre si le passé venait troubler le présent. Carradine était venu chercher la paix. Il n'avait trouvé que le silence et la mort. Miss Marple avait depuis longtemps compris que les villages, comme les gens, avaient une mémoire. Mais là où les gens se souvenaient avec douleur ou tendresse, les villages se souvenaient avec prudence. Ils conservaient ce qui les arrangeait et ignoraient en silence ce qui dérangeait. Aussi ne fut-elle pas surprise que quelqu'un, peut-être même plusieurs personnes, ait veillé à ce que le retour de Daniel Carradine ne mène pas à la révélation, mais à la ruine. Elle repensa au murmure apeuré de Polly, affirmant avoir vu quelqu'un dans le bureau. Au malaise du major lorsque le nom de Lavinia avait été évoqué, à la main tremblante de Diana devant la photo de la jeune fille en uniforme, et à cette enveloppe brûlée, consumée non dans la panique, mais avec soin, comme si elle était le dernier lien fragile vers une vérité trop dangereuse pour être conservée. Quelqu'un avait su, dès le retour de Carradine, que sa présence menaçait de mettre au jour un secret soigneusement enfoui. Lavinia n'avait pas disparu dans la honte. Elle avait laissé derrière elle une fille, et cette fille était revenue. Une fille dont l'existence même pouvait défaire des réputations, troubler des mensonges bien protégés et remettre en question le passé de certains aujourd'hui respectés. Miss Marple se tenait dans son jardin, les yeux posés sur la haie où l'étranger s'était autrefois tenu. « Il est venu », murmura-t-elle, pour révéler le passé. Et quelqu'un d'autre, craignant peut-être le déshonneur, avait fait en sorte que ce passé reste mort. Mais la vérité, elle le savait, n'est jamais aussi obéissante. Elle finit toujours par refaire surface, à travers de vieilles lettres, des photographies à moitié brûlées, ou les yeux silencieux et obstinés d'un inconnu dans un jardin. Au final, ce n'était pas la haine qui avait tué Daniel Carradine, c'était la peur. Non pas la peur de la violence ou de la vengeance, mais celle de la révélation. D'une vie soigneusement construite, prête à s'effondrer sous le poids d'une vérité de trop. Miss Marple l'avait vue tant de fois, cette façade respectable bâtie sur les ossements discrets de la jeunesse, des fautes et des souvenirs qu'on préfère enterrer. Le major Finch, avec ses manières sèches et sa fierté bien entretenue, avait tout intérêt à garder le silence. Lavinia avait été sa cousine, certains disaient plus que cela. Une liaison clandestine pendant la guerre était plausible. Un enfant, encore plus. Et si cet enfant avait grandi pour devenir Diana Stone, était revenue au village et avait, sans le savoir, apporté avec elle la possibilité de faire tomber un homme qui s'était construit une réputation sans tache, eh bien cela suffisait pour établir un mobile. Surtout si Carradine était venu révéler sa filiation. Surtout si, de son pas discret et déterminé, il avait menacé de dire la vérité. Miss Marple croisa les mains. La toile avait été tissée il y a longtemps, non par malveillance, mais par peur de ce que les gens diraient. Mais comme toutes les toiles, elle finit par piéger celui qui l'a tissée. C'était une fin d'après-midi, et l'air portait ce silence particulier aux révélations. Au cottage de Dan Méade, le thé avait été dressé avec une formalité soignée. Pinces à sucre, pot à crème, une assiette de gâteau Dundee. Mais ce n'était pas du réconfort que Miss Marple offrait. C'était une résolution. Elle n'avait convié qu'un petit groupe, suffisamment pour créer une tension, mais pas assez pour éveiller les soupçons. Le major Finch arriva raide, la moustache hérissée de méfiance.
Diana Stone entra pâle mais digne, les yeux chargés de quelque chose de plus profond que l'inquiétude. Polly Griggs, les mains crispées, restait en retrait près du buffet. L'inspecteur Crail, posté près de la fenêtre, carnet en main, mais silencieux, car ce n'était pas son moment. Miss Marple, assise avec une sérénité inébranlable, versa le thé elle-même. « Je vous remercie tous d'être venus. » Commença-t-elle, d'un ton doux, comme à son habitude. « J'ai pensé qu'il valait mieux nous réunir, car je crois que nous avons désormais toutes les réponses, bien qu'elles ne soient pas celles que nous attendions. » Le major Finch émit un bruit d'irritation polie. « Si c'est encore à propos de ce Carradine, c'est bien le cas, » répondit calmement Miss Marple, « mais pas dans le sens où vous l'imaginez. » Elle reposa sa tasse avec soin. « Car ce dont il était question ici, mon cher major, ce n'est ni d'espionnage, ni de chantage. C'est quelque chose de bien plus ancien et de bien plus dangereux. » La pièce se tut. Seule l'horloge continua de marquer le temps. Il s'agit d'amour, de honte, et de ce besoin profondément humain, dit-elle, de fuir son propre passé. Miss Marple se tourna vers Diana, son regard doux mais inébranlable. Daniel Carradine n'est pas venu à Saint Mary Mead pour se venger, ni pour de l'argent. Il est venu chercher des réponses. Une vérité qu'on lui a refusée depuis le printemps 1944. Elle fit une pause, sa voix posée. Il est venu retrouver Lavinia Blackthorne. Un silence s'abattit. Les yeux de Diana s'écarquillèrent, et Polly laissa échapper un léger souffle. Miss Marple poursuivit. « Vous voyez, Carradine et Lavinia étaient fiancés, ou presque. Leur relation n'a jamais été officiellement reconnue. Certains membres de la famille la jugeant inappropriée. » Son regard effleura brièvement le major Finch. « Lorsque Lavinia est tombée enceinte, on l'a envoyée loin. Carradine n'a jamais été informé. Les lettres ont été interceptées. Des décisions ont été prises. Et Lavinia, bien qu'elle soit morte peu après l'accouchement, a réussi à envoyer une dernière lettre lui demandant de la rejoindre ici, dans le jardin. » La voix de Diana, à peine audible, brisa le silence. « La haie, près du rosier. » « En effet, » acquiesça Miss Marple. Elle espérait le voir une dernière fois, mais il n'a jamais reçu cette lettre. Elle croisa les mains. Elle a été détruite, ou cachée, par quelqu'un qui craignait les conséquences de la vérité. Carradine avait passé les décennies suivantes sous le poids du soupçon, marqué par une guerre qui lui avait aussi volé la femme qu'il aimait. Et pourtant, il était revenu, non pour blanchir son nom, mais pour remonter les traces de sa mémoire, pour savoir ce qu'était devenu l'enfant qu'ils avaient conçu ensemble. Miss Marple se tourna de nouveau vers Diana. « Et il vous a trouvé, sans le savoir vraiment. » Son expression se fit plus grave. « Bien sûr, ce genre d'affaire n'existe jamais en vase clos. La véritable question est donc, pourquoi tout cela a-t-il été si soigneusement dissimulé? Qui avait le plus à perdre si Carradine réussissait à découvrir la vérité? » Elle regarda le major Finch. « Lavinia était votre cousine, mais le lien allait plus loin que le sang, n'est-ce pas? » Finch se raidit. « Je ne resterai pas à écouter ces absurdités. » Mais Miss Marple insista, avec douceur mais sans relâche. « Elle fut aussi votre maîtresse. Cela a peut-être commencé innocemment, comme tant d'histoires de guerre, mais le résultat fut définitif. » Diana se tourna vers le major, bouleversée. « Vous ?» Miss Marple hocha la tête. « Vous n'êtes même pas seulement la fille de Lavinia, vous êtes aussi celle du major Finch. » Le visage du major vira au rouge violacé. « Vous n'avez aucune preuve. J'en ai suffisamment. » répondit Miss Marple, imperturbable. « Des dossiers scellés,
des noms falsifiés, une adoption arrangée par des amis de la famille Blackthorne, des gens ayant juste assez d'influence pour que tout cela soit réglé discrètement. Elle marqua une pause. Et qui d'autre aurait intérêt à empêcher Carradine de découvrir la vérité? Le major se leva brusquement. « Vous m'accusez de meurtre ?»« Je suggère, » dit Miss Marple avec sang-froid, « que le retour de Carradine menaçait de révéler un passé que vous avez passé votre vie à enterrer. Non par malveillance, mais par peur. Peur de ce que votre nom deviendrait. Peur de ce que les gens diraient. » Le major retomba dans son fauteuil, haletant. Personne ne parla. Au dehors, les premiers oiseaux du soir commencèrent à chanter. À l'intérieur, le silence était aussi profond que celui que Daniel Carradine avait porté en lui pendant plus de 40 ans. Miss Marple observa chacun des visages présents, puis reprit d'une voix claire et posée. Je crois que la dernière rencontre entre le major Finch et Daniel Carradine a eu lieu 2 soirs avant que le corps ne soit découvert. Une tentative de réconciliation. En apparence, du moins. Monsieur Carradine a été vu par Polly près de la haie, qui borde la propriété des Finch. Il n'était pas venu accuser, mais parler. Elle se tourna vers Finch. Vous lui avez offert du brandy. Un geste de paix, peut-être, ou une diversion. La mâchoire du major se contracta. Vous avez partagé un verre près du mur du jardin, probablement près de votre serre privée. Vous lui avez assuré que vous ne lui en vouliez pas. Mais votre propre verre est resté intact. Les mains du major étaient désormais immobiles, serrant les accoudoirs de sa chaise. Miss Marple continua, sa voix aussi douce que grave. Vous aviez ajouté de l'aconitine dans son verre, un poison qu'on extrait aisément de l'aconite, que vous cultivez depuis des années dans vos massifs. Une seule dose, masquée par la chaleur du brandy, ne laisserait presque aucune trace, si ce n'est une paralysie, puis la mort dans l'heure. Un long silence suivit. Et ensuite, ajouta-t-elle, vous êtes rentré chez vous. Calme, certain. Vous n'avez parlé à personne de cette entrevue. Vous pensiez que le village oublierait vite Carradine. Après tout, n'était-il qu'un vieux fantôme remuant d'anciennes histoires? Miss Marple planta son regard dans le sien. Mais les fantômes, Major Finch, ont une curieuse tendance à revenir, surtout quand ils viennent réclamer justice. L'inspecteur Crile tout sauta. Nous nous étions justement interrogés sur la boue retrouvée sur les bottes de la victime. Miss Marple acquiesça. En effet, une chose minime, souvent négligée. Mais les détails ne sont jamais insignifiants. Elle se pencha légèrement en avant, comme une institutrice face à sa classe. Vous voyez, la boue sur les bottes de Carradine n'était ni sableuse ni sèche, comme celle du cimetière, ni crayeuse, comme celle de mes rosiers. Elle était brune, dense, argileuse et fraîche. Elle fixa Finch. Exactement du type que l'on trouve sur le sentier longeant votre serre, surtout après l'arrosage. Les bottes de Carradine étaient propres, ce matin-là, dans mon jardin. Et pourtant, lorsqu'on a retrouvé son corps, elles étaient couvertes de cette terre précise. L'inspecteur Crile prit note sans dire un mot. Miss Marple reprit doucement. Ce n'était pas une déduction compliquée. Il vous avait rencontré là, marché à vos côtés, le long de la serre, un verre à la main. Ce fut la dernière chose qu'il fit. Le major Finch resta immobile, bien qu'un muscle de sa joue tressaillît. Pour un homme alourdi par la mémoire, il a dû sembler presque juste de mourir près du jardin, même où l'amour avait autrefois fleuri, et où la trahison avait pris racine. Mais l'empoisonnement, à lui seul, dit Miss Marple, n'aurait pas suffi, pas pour un homme tel que vous. Elle se tourna vers le petit groupe rassemblé, sa voix douce mais ferme. Vous deviez faire en sorte que les soupçons se portent ailleurs. Elle prit une petite enveloppe sur la table à ses côtés.
Cette note a été trouvée par la bonne du révérend, glissée dans le tiroir du bureau. Elle évoque un chantage, affirmant que Carradine avait menacé de révéler quelque chose. Elle n'était pas signée, et elle est apparue opportunément juste après sa mort. Elle tapota le papier. Mais l'encre n'était pas encore sèche quand Polly l'a trouvée. Une petite tache près de la signature en est la preuve. L'inspecteur Kreil jeta un coup d'œil à Finch. Nous avons comparé l'écriture. Elle correspond à celle de votre journal de jardinage, conclut Miss Marple. Même boucle sur le F, même queue étrange sur le B majuscule. Finch bougea légèrement, mais ne dit rien. Miss Marple poursuivit. Et la bouteille manquante de tonique pour plantes, celle rangée près des racines d'aconite, a été retrouvée derrière votre mur de jardin, placée là, sans doute, pour être découverte plus tard et appuyer la thèse du chantage. Elle pencha légèrement la tête. Une théorie, je me permets de le préciser, que vous souhaitiez vivement faire passer pour la vérité. Elle ajouta doucement. Mais la vérité, comme les bulbes de printemps, a tendance à percer même la terre la plus noire. La voix de Miss Marple s'adoucit, encore, tandis qu'elle abordait la dernière révélation. « Il reste un dernier fil à tirer, » dit-elle, bien qu'il blesse plus profondément que n'importe quel poison. Elle se tourna vers Polly, qui se tenait en tremblant au bord de la pièce. « Ma chère, tu as dit vrai en affirmant que tu ne connaissais pas tes parents. On t'a dit que ta mère était morte peu après ta naissance et que ton père n'avait jamais été nommé. » Polly cligna des yeux, manifestement perdue. « Oui, madame, j'ai été élevée à l'orphelinat de Chichester. Le révérend m'a aidé à trouver une place, ici. Je n'en ai jamais su davantage. » Les yeux de Miss Marple, remplis à la fois de tristesse et de détermination, se tournèrent à nouveau vers Finch. « Mais vous saviez, n'est-ce pas, Major? C'est vous qui avez organisé son arrivée ici. Vous l'avez surveillé de loin. J'imagine que, dans un recoin torturé de votre conscience, vous pensiez même lui faire une faveur, la rapprocher, sans jamais lui révéler la vérité. » Elle marqua une pause, mais les secrets exigent toujours leur dû. Enfin, Finch regarda Polly. Son visage, habituellement fermé et autoritaire, se froissa en quelque chose de fragile et brisé. « Je ne pouvais pas. Ils auraient su, pour Lavinia, pour moi, tout ce que j'ai bâti, toutes ces années. Et donc, dit doucement Miss Marple, vous avez enterré une vérité pour en protéger une autre, sans réaliser, bien sûr, que la fille que vous redoutiez tant de voir dévoiler votre secret se tenait déjà à vos côtés, gentille, fidèle, inconsciente. » Le silence devint insoutenable. Puis, Polly, livide et bouleversée, recula d'un pas. Miss Marple croisa une fois encore les mains. « La plus grande ironie, Major Finch, c'est que vous avez tenté de protéger votre nom de la disgrâce. Et qu'en le faisant, vous avez détruit l'unique personne venue, non pour vous ruiner, mais pour se souvenir de celle que vous aviez tous deux aimée. » Le Major Finch ne dit rien lorsque l'inspecteur Kreil s'avança pour procéder à son arrestation. Il n'y eut ni protestation finale, ni dénégation criée, seulement un silence creux, l'effondrement d'un homme non par colère, mais par résignation. Ses épaules autrefois droites s'affaissèrent. Ses yeux, si souvent remplis d'une fierté indignée, semblaient désormais lointains, hantés par ce qui aurait pu être épargné si l'honnêteté était venue plus tôt. Il se laissa emmener hors du cottage de Denmead avec la dignité d'un soldat et la fragilité d'un homme défait. Dehors, les villageois se tenaient en silence, beaucoup ignorants de la vérité entière, tous sentant qu'un point de non-retour avait été franchi. Miss Marple observait depuis son salon, ni triomphante,
ni cruelle. Elle avait vu trop d'hommes tomber, non pas sous les balles ou le scandale, mais sous le poids insupportable de secrets trop longtemps gardés. Les péchés de jeunesse, elle le savait, revêtent souvent les habits de l'honneur en vieillissant, et une fois arrachés, ne laissaient que du chagrin à leur place. Carradine était venue chercher la mémoire. Finch l'avait accueillie avec la peur, et désormais, la justice les avait réclamés tous deux, sans bruit. Diana resta à St. Mary Mead. Elle en eut des propositions, bien sûr, des amis à Londres, une galerie à Bath intéressée par son travail, mais elle les refusa toutes, choisissant plutôt le cottage près du presbytère, là où le jardin portait encore le parfum du passé. Elle peignait en silence, les figures sur sa toile, évoluant lentement. Les femmes spectrales de ses premières œuvres s'adoucissaient. Leurs regards ne fuyaient plus, mais se portaient vers l'avant. Leurs mains tenaient quelque chose de réel, des roses, des lettres, des tasses de thé, la mémoire. Un jour, elle apporta à Miss Marple une petite toile, soigneusement emballée dans du papier kraft. Elle représentait une jeune fille en uniforme de guerre, debout près de la haie du jardin de Miss Marple, la seconde photographie de Carradine devenue vivante. « Je crois, » dit doucement Diana, qu'elle l'attendait depuis le début. Miss Marple accepta le tableau sans un mot. Pas de grand discours, ni de revendication officielle, mais l'héritage de Diana était clair, non pas en fortune, mais en vérité, la connaissance de qui elle était et de qui l'avait aimée au point de lui donner la vie. Et parfois, pensait Miss Marple, c'était là l'héritage le plus difficile à porter. Quelques jours plus tard, alors que les premières touches de lilas réapparaissaient le long des haies, Miss Marple s'assit avec le révérend Phelps dans le jardin du presbytère. Leur thé refroidissait entre eux alors qu'ils parlaient, non pas du crime en lui-même, mais des vagues qu'il avait laissées derrière lui. « Tant d'années, » murmura le vicaire, « et pourtant, tout est revenu si vite, si soudainement. » Miss Marple acquiesça. Le temps n'enterre pas aussi profondément qu'on le souhaiterait. Nous ne sommes pas faits pour oublier, seulement pour détourner le regard. Il soupira. Je pense souvent à Lavinia, toutes ces années où son nom n'a simplement pas été prononcé. Elle n'a pas été oubliée, répondit doucement Miss Marple, seulement réduite au silence, comme le sont si souvent les femmes. Ils restèrent un instant dans un silence complice. « Et Carradine ?» demanda-t-il enfin. Miss Marple versa une autre tasse. « Il n'est pas venu pour punir, mais pour se souvenir. C'est là, je crois, toute la différence. Et peut-être, ajouta-t-elle doucement, est-ce cela qui a le plus effrayé le major ?» Le vicaire hocha gravement la tête. Miss Marple attrapa sa tasse. « C'est étrange, dit-elle, comme les jardins contiennent tant de vie, et pourtant tant de fantômes. » Dans les semaines qui suivirent, le calme revint au village, comme il le fait toujours. Les ragots s'émoussèrent pour devenir des habitudes. Le scandale s'effaça en chuchotements, et le jardin du cottage de Danmead refleurit, comme si la mort n'avait jamais foulé ses haies. Miss Marple tailla ses rosiers avec soin, ses gestes précis, son regard jamais très loin de la bête où Daniel Carradine s'était tenu autrefois. Polly continua au presbytère, plus silencieuse peut-être, mais plus ancrée. Diana peignait chaque matin, les fenêtres ouvertes à la brise, et Miss Marple reprit ses promenades à travers le village, récoltant les nouvelles, offrant des sablés, remarquant ce que d'autres ne voyaient pas. Mais le jardin, bien que paisible, n'était plus le même. Il avait trop vu, et Miss Marple, toujours aussi attentive, connaissait la vérité. Le mal ne porte pas toujours de masque, ni n'annonce son arrivée. Parfois, il vient discrètement, habillé de respectabilité, armé non de violence, mais de honte.
Et tout aussi souvent, le bien vient sous les mêmes traits, discret, fidèle, sans chercher de reconnaissance. En coupant une fleur fanée, elle murmura pour elle-même. Un jardin, comme une conscience, doit être entretenu. Sinon, les mauvaises herbes reviennent. Et sur ce, elle se tourna vers le cottage, où la bouilloire allait bientôt siffler, et où, pour l'instant, la paix était revenue. Parfois, les morts ne reviennent pas pour nous hanter, mais pour nous rappeler. Dans cette histoire, Daniel Caradan n'était pas un méchant, mais un homme portant le poids de l'amour, de la trahison, et de 40 années de questions sans réponse. Il est revenu à Seine, Mary Mead non pour se venger, mais pour découvrir la vérité. Et ce faisant, il a déterré un passé que beaucoup avaient tenté d'enfouir sous le silence et la honte. Miss Marple, avec sa brillante discrétion et son intuition infaillible, nous a rappelé une chose essentielle. La vérité ne crie pas toujours. Parfois, elle chuchote à travers une lettre brûlée, une terre mal assortie, ou le frémissement d'une tasse de thé. Et peut-être, le plus troublant dans tout cela, c'est que ceux qui passèrent leur vie à protéger leur réputation furent finalement défaits, par l'amour même qu'ils avaient tenté de dissimuler. En fin de compte, la justice fut rendue, mais pas dans un tribunal dramatique, ni dans le tumulte. Elle le fut doucement, avec sagesse, dans un salon, autour d'un thé. Si vous aviez été le major Finch, confronté à un scandale capable de ruiner toute votre vie, auriez-vous avoué? Ou auriez-vous tout fait pour garder le passé enfoui? Qu'auriez-vous fait? J'aimerais lire vos réflexions dans les commentaires. Aviez-vous soupçonné le major dès le début? Qu'avez-vous ressenti en découvrant la vérité sur Polly? Parlons-en ensemble. Vos théories et impressions font vivre cette chaîne. Si cette histoire vous a plu, et que vous aimez les récits classiques à la fois profonds, émouvants et remplis de mystères, abonnez-vous pour ne rien manquer des enquêtes de Miss Marple, de Poirot et d'autres intrigues intemporelles. Et surtout, partagez cette histoire avec vos proches amateurs de whodunit. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Et d'ici notre prochaine rencontre, souvenez-vous, même les jardins les plus silencieux peuvent cacher les secrets les plus bruyants.